Écoutez, bonsoir tout le monde, Erev Tov. On est dans des moments particuliers, hein, une période favorable. Les portes sont ouvertes. C'est aujourd'hui Rosh Hashanah, donc de la Chassidoute, comme le Chidouche que les Rébim nous apportent. Rosh Hashanah, donc c'est pas seulement le début, c'est la tête de l'année. La tête, ça veut dire celle qui dirige toute l'année. Et donc on se renforce dans tous les nianim qui sont liés à Yutet Kislev, 19 Kislev, le jour de la libération du Admor Zaken, comme on sait, a été Moser Nefesh pour Torah Chassidut, pour toute la Chita du Baal Shem Tov. Et donc, on est là pour se renforcer, pousser le monde à étudier Torah Chassidut, d'avoir des Darka Chassidim, Darka Chassidut, Darka Chassidim, pousser toutes les personnes que l'on peut à étudier le Tanya, ses enseignements, sa manière de vivre, cette Vekut Baal Shem, cette manière que l'on a, donc de nous attacher à Dieu par la Chassidut, qui donc aborde des sujets très très profonds que l'on n'appréhende pas comme on appréhende Torah Taniglé. Taniglé nous dit clairement Shor Shenagach et Apara, donc le taureau qui a encorné la vache, eh bien il y a telle ou telle chose, on sait ce que c'est qu'un taureau, c'est une vache, on sait ce que veut dire encorner, mais lorsque vous avez des concepts très 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 spirituels, très fins, Adam Kadmon, l'homme originel, et puis le, le monde de Mab, le monde de Sag, c'est des choses très, 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 très profondes, mais on n'est pas dispensé d'apprendre autant que faire se peut. On comprend ce que l'on peut, comme on nous explique la métier des choses, pas la maout, pas l'essence des concepts, mais au moins la métier. On sait qu'il y a tel monde, tel monde, tel monde, ça fonctionne comme ça fonctionne comme ceci. Eh bien, ceci, ça raffine, ça nous rapproche, ça nous donne plus de kavanah dans la tefila. On est d'une génération, on a besoin de tefila, on a besoin. N'oubliez pas que tefila, au-delà du sens premier, à savoir demander nos besoins à Hachem, qui est une mitzvah de la Torah, n'oubliez pas, n'hésitez pas à demander, comme je dis et je répète, besoin à Dieu, il faut demander. Vous avez besoin de santé, vous demandez à Dieu, vous avez besoin de parnassa, vous demandez à Dieu, vous avez besoin de chokma, vous demandez à Dieu. C'est une mitzvah de la Torah, mais au-delà de cette dimension-là, il y a la dimension chassidique. La dimension chassidique qui nous dit que eh bien, la tfila, c'est uftaltol, c'est se coller, tabouk va Hachem, coller à Hachem. C'est des grands mots, allez vous me dire oui, 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 mais en s'habituant, en répétant, Magadou Maser Hachem, comme les actions d'Hachem sont grandes, comme sa manière de diriger le monde est grand, ça c'est de manière générale, et puis comment il dirige mes forces à moi, mon rapport personnel avec Hachem, eh bien, prendre conscience, répéter tous les matins, tous les jours, quelques minutes, répéter ces concepts. Prenez des revues comme Dvar Malchut, vous l'avez en hébreu, vous l'avez en anglais, vous l'avez en français, qui vous donne des enseignements journaliers qui sont fondamentaux, avec lesquels on vit. Et pas une Torah froide, une Torah chaude. Donc un jour de Yutet qui se lève, n'oublions pas, il faut avoir une Torah qui fait de nous un chai, quelqu'un de vivant, quelqu'un qui vit sa Torah, quelqu'un pour qui la Torah est importante. Et ça, c'est fondamental. Et si vous me permettez, on a le droit de prendre des exemples dans le monde. J'ai pu entendre, vous êtes au courant que se joue la Coupe du Monde de football, et j'ai vu des personnes vraiment complètement en transe de plaisir ou de déplaisir, selon qu'on gagnait, qu'on ne gagnait pas. Mais ce que je voyais de ça, si Dieu a fait, comme nous dit le Baal Shem Tov, quand on voit quelque chose, il faut apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris de cela? Je vois qu'on peut être passionné pour quelque chose. Alors, on peut être passionné pour des futilités, Chazé Shalom, ce n'est pas notre cas, mais ce qu'il faut faire, il faut tâcher de faire, tenter de faire, tenter de réussir, de réussir. Et si on tente de réussir, alors on réussira. C'est faire que cette passion que l'on peut mettre, cette dévotion qu'on peut mettre, on ne met pas dans des chouillottes, courir derrière un ballon. Je ne critique pas, je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit, je dis, j'apprends quelque chose de là-bas. Si on voit que des personnes sont capables d'être passionnées pour des choses qui apparemment sont futiles, une fois qu'on en sort, eh bien, quand on parle de Dieu, quand on parle de la vaudette du juif, du travail du juif, eh bien, ça devrait me donner un enseignement. Allez, pourquoi je ne suis pas passionné? Donc, poser des questions, je dois me prendre conseil auprès d'amis, de Mashpim, pour tâcher de faire en sorte que la Torah que j'exerce,
que j'accomplis, eh bien, ce sont une Torah de vie, Torah de Chaim. Hein, que, je veux dire un terme populaire, que je kiffe la Torah que je fais. Quand je dis Modéani le matin, quand je mets les tefilines le matin, quand une femme elle allume ses bougies le matin, qu'elle kiffe cette chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle sait que chaque acte de mitzvah, mitzvah, la chose tzavta, tzavta c'est lien, ça me lie à Dieu. Imaginez un petit peu que chaque fois que vous faites une mitzvah, vous avez un téléphone en direct avec Hachem. Il faut déjà quelquefois avoir un peu d'imagination. Chaque mitzvah que je fais, je sais que je m'attache à Dieu. Je sais qu'en commençant à prendre la parole ce soir avec vous, on étudie la Torah, je sais qu'on se connecte avec le jour. Et le lien essentiel, c'est d'être connecté. C'est un mot très, très à la mode, connection. Il faut être connecté avec Hachem. Et ça, c'est pas compliqué. On ne vous demande pas d'être un kabbaliste. On vous demande tout simplement de faire les mitzvot avec la kavana que vous faites la volonté divine. Voilà, c'est tout simple. Et avoir bien sûr la pleine conscience, la pleine préscience qu'on s'attache à Dieu, et donc ça donne de la chayout, ça donne de la vitalité, ça donne de la vie. Et puis, j'ai envie de vous dire, je vais vous prendre par les tavots, ça donne le bonheur. Qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche à avoir soi-même le bonheur, que nos enfants aient du bonheur. Le bonheur, quand on a des vraies valeurs, on est attaché aux vraies valeurs, ça donne du bonheur, on est heureux. Voilà. Donc revenons à la chôte. Donc je disais que c'était ce soir, bon, peut-être qu'il se lève. Et on est à quelques jours de Hanouka. Donc, j'ai décidé aujourd'hui, lundi prochain, Bezrat Hashem, j'espère qu'on sera libre pour donner un autre chiour, mais en tout cas, on sera déjà lundi soir prochain, on sera déjà le deuxième soir de Hanouka. Donc, il fallait qu'on en parle déjà avant, quelques jours avant, qu'on se prépare. Une fête demande une nachana, une préparation. Pour vivre la fête, il faut la préparer. Je me permets de vous ajouter un petit point en tant que, je veux dire, en tant que enseignant de Torah. Voilà, j'enseigne la Torah. Je constate quelque chose. On fait maintenant, au collège, on apprend les mlachot Shabbat. Maintenant, on est en train de faire Ilchot Bishul. Le fait d'étudier la Torah, le fait de rentrer dans les détails de la Torah, il y a une différence si je verse de l'eau bouillante sur une assiette ou si je mets un morceau de viande chaude sur l'assiette. Et tel détail, je remue telle chose. Lorsque l'on rentre dans ces détails, on passe du temps dans ces détails, eh bien ces détails qui, de vue de l'extérieur, c'est vraiment complètement insignifiant, c'est ça que Dieu veut, eh bien, quand on rentre dedans, quand on vit dedans, on se rend compte que c'est la plus grande simra qu'on puisse avoir. Des gens de l'extérieur, c'est très frappant, c'est une expression que je vois, des gens de l'extérieur qui ne sont pas chaillards, vraiment limoutes, ont très peu étudié, ils écoutent, et ils voient comme ça des gens autour d'une table qui parlent d'un petit détail comme ça, microscopique de la Torah, et qui ont de la passion dedans, qui sont dedans, ça donne une tara, ça donne une kudusha, ça donne une pureté, ça donne une sainteté. C'est fabuleux, ça c'est une chose que je constate. Et les gens voient, il y a quelque chose, il y a un or, il y a une lumière ici qui est différente de n'importe quel cours qu'on peut écouter ailleurs, que ce soit scientifique ou philosophique ou littéraire. Vous voyez, ça c'est le Koach HaTorah. Et ça c'est quelque chose que je constate. Pourquoi? Parce qu'on s'attache, parce qu'écouter un mot de Torah, même si on est loin, pour l'instant, eh bien, on fait une mitzvah, tzavta, lien, corde qui nous lie directement à Dieu. Donc, on va parler de Hanouka, disais-je, et je vais commencer par un petit drouche sur Hanouka que vous avez certainement entendu, que j'ai certainement dit les années passées, mais c'est vraiment l'introduction de Hanouka et qui explique d'ailleurs beaucoup de la. Tout le monde sait que Hanouka, c'est la fête du miracle. Le miracle de la victoire contre les Grecs, dans l'obscurantisme. Le miracle, ça c'est un miracle extraordinaire, un petit groupuscule qui arrive à vaincre, à mettre bas, à mettre à genoux la plus grande puissance de l'époque. Et puis c'est un miracle, alors vraiment surnaturel, qui est la fameuse fiole d'huile qui aurait dû durer 24 heures, qui a duré 8 jours. Bon, comme chacun sait, la fête du miracle. Mais aussi c'est la fête du Hidour Mitzvah. Nous on fait une takana, décret, seulement allumer une bougie par jour, allumer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, d'après Beth Shalmai, c'est 8, 7, 6, 5, 4, une autre dans un autre ordre. Mais en tout cas, il faut manifester Ma'alim Bakodesh, on monte dans le Kodesh, on ajoute, et ça c'est un Hidour Mitzvah. Hidour Mitzvah, ça veut dire la mitzvah plus un embellissement.
Prenons l'exemple d'un hétrog, d'un loulav. On peut prendre un hétrog de petite qualité. On peut prendre un hétrog meroudar. Un hadar, c'est la chose, un langage de hidour, faire plus que le din. On peut avoir une paire de tuilines pshuta, simple, on peut avoir une merouderet, sur laquelle le sofer a mis une attention particulière, dont la qualité est différente. C'est ce qu'on appelle le concept de hidour mitzvah. Et là, il se trouve que Hanouka, c'est la fête du hidour mitzvah. Je trouvais quand même, il y a le Rav. Hein. La Gemara nous dit que le fait que l'on augmente chaque jour manifeste que Malim Bakodesh est le hidour mitzvah, et puis. Mais Adrine, d'après certaines chitotes, qu'on allume pour chacun des membres de la famille. Bon, le minhag, c'est instauré que c'est pour les garçons, pas pour les filles, peu importe, mais en tout cas, bien qu'on puisse être quitte par l'allumage du papa, il y a aussi un deuxième hidour qui consiste à quoi? Qui consiste à faire allumer chacun des membres de la famille. C'est un hidour aussi. On verra tout à l'heure ce que ça implique du point de vue halakha, comment se fait-il que je sois quitte par le papa et que je fasse moi-même la bracha. Bon, on en parle. Quel est le shoresh? C'est ça que je vais vous dire, le petit rouge que je veux dire aujourd'hui. Quel est le shoresh? Quelle est la source? Quelle est l'origine de ce hidour mitzvah? Pourquoi c'est la fête qui symbolise en soi, qui porte en soi ce concept de faire plus que ce qu'on nous demande de faire? Et que le hidour mitzvah devient une mitzvah en soi. Ce n'est pas un rajout, ce n'est pas un plus, ce n'est pas un embellissement, ça devient une mitzvah en soi. C'est tout simple. Question classique que vous avez entendue, tous les mfarshim parlent de ça. Pour dire un nom, c'est le Pi Yoshua, qui est grand commentateur du Shas, du Talmud, qui pose la question suivante, il dit, comment se fait-il que, au-delà de la trouvaille de la fiole, cette fiole a duré 8 jours. Il y a eu un grand, grand miracle. Mais si on examine bien les halachot, on fouille dans les halachot de Touma, de Tara, le concept spirituel de pureté et d'impureté, une halakha dit la chose suivante, je vous donne la phrase, Atuma Trouya etzel rov tzibor. Le concept de Touma qui invalide certaines mitzvot, elle est nitrette, elle est Trouya, elle est repoussée quand le rov du Tzibour est tamé. Or, le Beth Amikdash n'était pas praticable, donc pratiquement, en tout cas beaucoup plus que le rov du cas Israël était tamé, tout simplement parce qu'ils avaient pu toucher une personne décédée, un mort, et celui qui touche le mort, lui, il devient tamé, puis on peut devenir tamé pour autre chose, on peut devenir tamé parce qu'on touche un chéret. C'est très très bien, il y a beaucoup de sources de Touma dans la Torah. Donc les gens qui étaient tamés, ils n'avaient pas la possibilité de se rendre tahor, tout simplement parce que le Beth Amikdash n'était pas accessible. La halakha dit donc que dans la mesure où la majorité du clan d'Israël est en état d'impureté, il était parfaitement permis, loisible, de prendre de l'huile impure, comme toute l'huile qu'il y avait à l'époque, puisqu'elle avait été touchée par des non-juifs, par des gens qui avaient touché des morts, etc. Il y a des gens qui s'occupent de Cheva Kadisha, donc ils touchent des morts forcément. Donc c'était tout simple, il n'y avait qu'à prendre de l'huile impure, la mettre sur le chandelier, allumer. Et c'était l'obligation du Beth Amikdash, tout simplement. Bien comprendre ce point. Et qu'est-ce qui se passe? Premièrement, elle trouve une fiole. Donc, ça veut dire qu'il y avait au moins un jour où on pouvait allumer avec de l'huile pure. La trouvaille était en soi une mitzvah. Et une deuxième mitzvah encore plus grande, c'est que cette fiole qui aurait dû durer un jour, elle dure 8 jours. Cela veut dire en d'autres termes que Dieu a fait un miracle, je vais dire un mot fort, pour rien. Ça ne sert à rien ce miracle. On pouvait prendre de l'huile impure et allumer le chandelier avec et nous dire le temps de continuer toute la voda, etc. Prendre la sang de la vache rouge, la mélanger avec l'eau lustrale, ainsi de suite, et devenir pur. Et la manière, quoi? On voit que Dieu a fait un miracle dont on n'avait pas besoin
d'après la halakha pure et dure. D'après la halakha pure et dure, on pouvait se contenter de lire un peu. Dieu a fait un miracle pour, comme j'ai quelque chose d'inutile, mais ce n'est pas inutile. C'est pour faire une mitzvah behidour, avec tout l'embellissement qu'il faut, parce que tout le monde sent quand même que de l'huile pure par rapport à de l'impure, ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, on va dire, spirituellement. C'est le ergesh, le sentiment qu'on a. Mais la halakha, c'était kasher. Dieu a fait un miracle pour qu'on passe du kasher au mehoudar. Ça, c'est le point de Hanouka. Pour bien assimiler ce point, et ça explique beaucoup de halachot d'ailleurs, Ma'alim Bakodesh, et que chaque garçon allume, etc. C'est la fête où on célèbre le fait que Dieu a fait un miracle, alors que c'est marqué que Lo Avid Kuchaberu Nissa et Magana, Dieu ne fait pas un miracle pour rien, mais là il a fait un miracle, pas pour rien, pour passer du stam, du kasher, au beaucoup plus beau que le kasher. Donc vous comprenez que là, hein, il faut vraiment tout donner pour avoir les meilleures mèches, pour avoir la meilleure huile, pour avoir la meilleure qualité, pour avoir le meilleur endroit où on peut être méfarsem, où on peut diffuser le NES. Voilà. Ça, c'est le point que je voudrais qu'on retienne. C'est la caractéristique de Hanouka, avec tout ce qu'on a pu entendre, tout ce que l'on fait, toutes les minagim et la toupie et les beignets, tout ce que l'on sait, la halachot que l'on connaît, dont on va parler tout de suite. Mais n'oubliez pas que mais n'oubliez jamais que c'est la fête du Hidour Mitzvah. Dieu a fait un nes, il a fait un miracle pour qu'on fasse une mitzvah de bonne qualité. Très, très fort. Imaginez qu'une personne ait la possibilité d'acheter une belle paire de tefilines et que Dieu fasse un miracle pour qu'il ait une paire de tefilines encore plus belle. C'est comme ça. Omer Darcheni, ça nous interpelle. Ça va, elle est de bonne qualité, ma paire de tefilines. Non. Hanouka lui a voulu montrer que faire le Hidour Mitzvah, c'est en soi une mitzvah. Et on va voir que d'après certaines chitotes, il y a une implication, hein, il y a un impact à l'arrière dans cela. C'est que pour de nombreux poskim, une personne qui serait quitte par l'allumage d'un chaliard, par l'allumage de son épouse, eh bien, il pourrait refaire un deuxième allumage, midin, méadrin. Pas tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y a des chitotes comme ça, qu'il pourrait rallumer avec la bracha. Un cas, une personne qui aurait été quitte par l'allumage de son épouse et puis rentrerait à 11h du soir. Dans certains cas, il pourrait réallumer lui-même, bien qu'il soit quitte, c'est bien par l'allumage de son épouse, il pourrait réallumer avec la bracha dans certains cas et d'après certains poskim. Vous voyez donc pourquoi? Parce que le hidour, le fait d'allumer en plus, c'est une mitzvah en toi et qu'il y a même des brachot. Et ce n'est pas considéré comme bracha levatala, comme une bénédiction en vain. Voilà donc cette petite introduction. Maintenant, je vais vous passer en revue un certain nombre de halachot. Je vais aller un peu vite, mais bon, je pense que ce sont des choses, en tout cas dans l'introduction, des choses que vous connaissez, mais c'est toujours bon de Chazorba ve Chazorba. Je vais vous voir d'abord les premiers halachot, à savoir qui est Chayav, où on est Chayav, le makom, l'endroit, et quand on est Chayav, à quelle heure, quelles sont les meilleures heures. Première question, qui est Chayav? La mitzvah de Hanouka et Mechayev oblige toute personne, homme ou femme, à allumer. Et Mimela, automatiquement, les enfants qui sont arrivés à Chinour aussi. Ah, mais la question classique, c'est que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Or, les mitzvahs qui dépendent du temps, comme Tfilin, Tzitzit, les femmes sont exemptées. En l'occurrence, elles sont Chayav. Une mitzvah des Rabbanan. Raymond dit, étant donné que les femmes ayuboto anes, une raison, les femmes étaient partie prenante dans le nes, aussi bien parce qu'elles étaient victimes de l'assimilation comme les hommes, que parce qu'elles ont lutté, elles ont aidé à la victoire. En l'occurrence, c'est toute l'histoire de Judith et Holoferne, etc. Donc, elle a participé donc à la victoire. À l'image de ce que l'on voit dans Megillat Esther, que les femmes sont chayav de la Megillah, tout simplement parce qu'elles-mêmes étaient botones, les femmes étaient aussi concernées par la xéra de Klaya de destruction de Haman. Et en plus, ce sont des femmes qui étaient plus que partie prenante, puisque la victoire est partie à la suite de l'intervention de Esther.
Voilà donc les raisons pour lesquelles les femmes, et donc les filles aussi, sont chayavot. Donc une fille, dès qu'elle a 5-6 ans, elle doit allumer. Certes, l'habitude n'est pas comme ça, parce qu'elle est quitte par l'allumage de son père, ou si le père n'est pas là, par l'allumage de sa mère, mais en tout cas, elle est chayavet. Elle doit se rendre quitte, ou par elle-même, ou par les parents. Donc tout le monde est chayav. Où est-on chayav? Quel est l'endroit de l'allumage? En général, nous considérons que la mitzvah de Adlakat Nerot, la mitzvah de Adlakat Nerot Hanouka, est liée à la maison. C'est ce qu'on appelle un chiyuv bayit, un petit peu comme la mezouza en quelque sorte. Une mitzvah qui est attachée à la maison. Ce n'est pas une mitzvah que l'on peut faire comme les tefilines, on peut aller dans la rue et mettre les tefilines à quelqu'un. Non, on ne peut pas aller dans la rue et prendre une personne dans la rue et le faire allumer dans la rue. Non, on peut lui donner des bougies et on lui demande d'aller allumer chez lui. Une mitzvah qui est liée à la maison. Comme une mezouza, je peux donner une mezouza à quelqu'un, il ne va pas l'attacher sur un bâton et dire je suis qui de maison. Non, il doit aller chez lui et mettre la mezouza au linteau de la porte de sa maison. Donc c'est lié à la maison. Maintenant, il y a un corollaire de ça qu'on peut s'interroger. Est-ce qu'une personne qui n'aurait pas de maison, est-ce qu'il est raya? Alors là, c'est encore une grande question dans les poskim. D'abord, qu'est-ce que cela veut dire une personne qui n'a pas de maison? Au Hachem, nous ne sommes pas des sans domicile fixe, hein, on a tous une maison, mais il peut arriver que certaines nuits, on soit hors de sa maison. Imaginons qu'on aille à 500 km de là où on habite à un mariage. Allez, je suis en France, je vous donne un exemple de la France, vous adapterez en RS ou ailleurs. Il y a un mariage à Marseille, toute une famille prend sa voiture et va à Marseille. Ils quittent Paris à midi, ils vont arriver à 8 heures à Marseille, ils vont assister au mariage, ils vont faire la simra, etc., etc. Et puis le soir, c'est un autre bien sûr, conducteur, il faut faire très attention, il revient à Paris. Donc ça veut dire que dans la tranche de temps où on est censé allumer les Nerot Hanouka, n'ont pas de maison, ils sont dehors. Est-ce qu'il y a un fioul d'allumer? Ce point-là, sachez, c'est une très grosse marloquette dans divergence d'opinion. Je traduis. Divergence d'opinion dans les post-kibs. Certains disent non, ils n'ont pas de maison, donc ils sont pas tôt. Ils peuvent assister à un allumage comme ça pour rester un image, pour entendre un bracha, chez Sadissim, la Votenu, mais n'ayant pas de maison, ils n'ont pas de chiyuv, de Adlakat Nerot Hanouka. Donc d'autres post-kibs disent que non. Ils disent une personne qui n'a pas de maison, elle a comme le chiyuv. C'est l'obligation. Donc, corollaire de cela, il doit s'arranger pour aller dans un lieu vivable, on peut dire, et puis où il peut allumer. Alors, prenons un exemple. L'exemple que j'ai amené, une personne qui va à un mariage à Marseille, il pourra aller dans la salle, dans le oulam où on fait la fête, et il allume là-bas. En général, on dit toujours aux gens, attention, que toute personne qui rentre chez lui le soir est tenue d'allumer chez lui à la maison. Mais là, on parle d'une personne qui n'a pas de maison, toute cette nuit-là, ce tranche de temps, il n'a pas de maison. Là, il pourra allumer, et lui, il fera des brachot, et il s'acquittera des brachot d'après ces chitotes-là. Très intéressant comme halakha. Prenons un autre exemple que j'ai été consulté sur ça je pense hier ou avant-hier. Une personne qui est à New York et qui va quitter New York au milieu de Hanouka. Il va quitter sa maison, ou le basement qu'il a loué, ou la chambre d'hôtel qu'il a loué, à 15 heures. Il va prendre un taxi, il va se retrouver dans l'avion. Dans l'avion, il arrive à Paris. C'est déjà le Hamoud HaShachar. C'est plus de 7 heures. C'est à peu près 7 heures le matin, Hamoud HaShachar. Donc, tout le temps où on est censé pouvoir allumer, il est dans la rue. Eh bien, d'après cette chita que je vous dis, c'est une chita, donc vous pourrez le faire. Je dis aux gens de le faire. Hein. Je sais qu'il y a des marloquettes là-dessus, mais je dis aux gens de le faire. S'il n'y a aucun autre choix, eh bien, qui s'arrange pour trouver un endroit discret. À Kennedy, par exemple, il y a un endroit que j'ai pu observer il n'y a pas si longtemps, où on peut prendre des boissons, consommer, s'asseoir. On s'assoit, allumer ça. Si c'est le troisième jour, 3 bougies. Si c'est impossible d'allumer 3 bougies, elle peut allumer qu'une seule bougie, cette personne-là. Avec une seule bougie, sachez qu'on est quitte. Et le reste, le supplément, c'est Ido Mitzvah. Personne qui aurait que 8 bougies, point, à la ligne, rien d'autre. Il allumera une bougie par jour, du 1er au 8e jour. Et chaque jour, il sera quitte. Ce n'est pas le Ido Mitzvah, mais c'est le Ikar Mitzvah, c'est l'essentiel de la Mitzvah.
voyez, pensez-y à cette chose-là. Je connais beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Maintenant, s'il quitte sa maison après le plague, il y a peut-être d'autres solutions, peut-être meilleures, mais en tout cas, voilà, je vous ai pas apporté le cas d'école d'une personne qui, dans toute la tranche de temps où on peut allumer, il n'est pas dans une maison. Donc là, c'est problématique. Et donc, dans ce cas-là, on pourra s'appuyer sur les décisionnaires, sur les poskim qui pensent que l'on peut allumer, je vais dire dans la rue. Alors, s'il est dans une voiture, il s'arrêtera, il est dans la voiture. S'il est sur l'autoroute, il s'arrêtera sur un aire de repos et sur une table, il peut s'asseoir. C'est quand même mieux de profiter plutôt que d'être complètement continue à marcher. Vous voyez, il s'arrête et il allume. Ça existe, c'est un concept qui peut exister. Mais attention, ne confondez pas avec les personnes qui font Mifsaïm et qui font allumer des gens dans la rue. Ça, c'est sûr que non. Dans leur magasin, comme ça on faisait il y a de nombreuses années, ça, c'est sûr que non. Il n'est pas question de faire allumer des gens dans la rue comme ça, sachant que ces gens, ils vont rentrer chez eux le soir, ils vont manger chez eux, donc ils vont dormir chez eux. Donc, c'est dans leur maison qu'ils allument. Ça, il faut bien avoir ça clair dans la tête. Donc, nous avons parlé de qui est Chayav, tout le monde, fille, garçon. Où est-on Chayav? Répond dans la maison, là où on dort, maison habituelle. Et dans des cas exceptionnels où on n'a pas de maison, on peut allumer à l'extérieur. Nous parlerons tout à l'heure d'une personne, on va dire, qui a un pied dans une maison et un pied dans un autre. Il y a des gens qui sortent pour une nuit, toute la famille reste à la maison, ils vont faire un job quelconque à l'extérieur, ça s'absentent une nuit, alors on verra. Il est peut-être dans une chambre d'hôtel pendant une nuit, on verra cette chaîne-là tout à l'heure. Avant de voir cette chaîne-là, on va parler maintenant de quand allume-t-on? Le quand. Quelles sont les meilleures horaires pour allumer? Alors, il faudrait faire un petit tableau. Je ne sais pas si c'est visible sur l'écran. Voilà, devant moi, là, j'ai fait un petit tableau où je pars du plag à mincha. Regardez, le plag à mincha. Je prends les heures françaises, vous adaptez selon l'endroit dans lequel vous êtes. C'est 16 heures, à 2-3 minutes près. Ensuite, à Ashkia, le coucher du soleil, lorsque le soleil se cache à l'horizon. Puis une quinzaine de minutes après, il y a ce qu'on appelle Ashkia Shnia. C'est un concept délicat qui est ramené dans le Shavua. Ensuite, à 17h43, il y a cet accord vu la nuit. Ensuite, il y a Chatzot, ici c'est 1h moins 10 de la nuit. Ensuite, à 7h du matin, c'est Alot HaShachar, c'est l'aube. Voilà donc les zmanim. Si vous voulez, c'est la tranche de temps où on peut allumer. Entre le plag à mincha, à peu près 16 heures, et le Alot HaShachar, à peu près 7 heures du matin. Maintenant, il est clair qu'allumer à 7 heures du matin, allumer à 15 heures, à 17 heures, à la nuit, ça n'a rien à voir. C'est du Bediava, c'est impossible. C'est pas du Lechatrila. Mais bon, voilà déjà, voilà la tranche en question. Quelle est l'heure la plus méoudérette pour allumer? Et encore une fois, ce dont je vous parle maintenant, c'est une personne qui est maître de son temps, qui pourrait s'arranger pour être chez lui avec sa famille aux heures que je vais citer. C'est souvent pas possible, le mari rentre tard, la maman rentre tard. Bon. Ce dont je parle, c'est vraiment une situation idéale où une personne est maître de son temps et peut choisir la meilleure heure. Je ne vous cache pas que depuis de très, très, très nombreuses années, je me suis toujours arrangé pour être libre pendant cette petite tranche de temps. La meilleure heure, c'est Mi Shetishka Achama. Comme ça, dit l'Agmara, comme ça dit le Shulchan Aruch. Mi Shetishka Achama, dès que le soleil se couche. Maintenant, la traduction, l'explication de ces mots prête à confusion. Est-ce que l'on parle de l'Ashkiat Achama habituel à nos oreilles, à savoir le moment où le soleil se cache derrière l'horizon, coucher du soleil, on dit, mais à l'heure, pendant cette heure-là,
le ciel est encore très clair. Le soleil darde de ses rayons vers le ciel, il fait encore très clair pendant, selon les endroits, un quart d'heure, une demi-heure, des fois jusqu'à 50 minutes. Et puis, il y a sauf Shkia. Sauf Shkia, à la fin de la Shkia, quand le soleil est complètement couché, ça veut dire, on estime que c'est l'heure où les étoiles apparaissent dans Teta Kochavim. Le minag pour les keilot sfaradiot, c'est sauf Shkia, c'est la nuit. C'est la raison pour laquelle, comme la nuit est arrivée, ils ont deux mitzvot devant eux. Ils ont Arvit, la tfila de Arvit, qui contient le Kriyat Shema, qui est une mitzvah de Horaïta, en plus, et la mitzvah de Hanouka. Or, nous avons le klal suivant, nous avons le principe suivant, qui dit Tadir, Veno Tadir, Tadir Kodem. Le fréquent et le moins fréquent, c'est le fréquent qui l'emporte. Or, la tfila de Arvit, avec le Kriyat Shema, c'est beaucoup plus fréquent que les Rot Hanouka, c'est 8 jours par an. Donc, Arvit, c'est tous les jours. Donc, la tfila de Arvit a la présence. Donc, le minag, dans tous les endroits où on peut, bien sûr, hein, dans les chivotes, sfardiot et tout, à la nuit, on s'arrête, on arrête le limoud, on fait Arvit et on se précipite à la maison pour allumer, tâcher d'allumer dans la demi-heure qui suit la sortie des étoiles. Ça, c'est le minag des Sfaradim, c'est le minag du Mechaber, dans Shulchan Aruch. Mechaber, Bet Yosef. Le minag des Ashkenazim, dans les poskim, c'est de comprendre Mish Tishka Chama, lorsque le soleil se couche, dans le sens habituel, à savoir lorsque le soleil se cache à l'horizon. La Shkia, donc, d'après le tableau que je vous ai montré, je pars toujours à Paris, hein, vous adaptez en Eretz ou ailleurs, à peu près à 17h, 5h d'après-midi. Donc, le monde Ashkenaz va allumer vers 17h, le monde Sfarad va allumer vers 17h45 à peu près. La nuit, c'est à 17h45, 3 quarts d'heure après. Encore une fois, j'insiste, c'est dans nos régions, hein, chacun adaptera. Une petite remarque intéressante, c'est que marqué dans les livres portés au nom du Rabbi Rayat, Rabbi précédent, de mettre une quantité d'huile suffisante pour qu'elle brûle au moins pendant 50 minutes. Beaucoup s'interrogent d'où le Rabbi Rayat a sorti ce shiur alors qu'il est marqué dans c'est une demi-heure, Khatisha. La Svara Pshuta, le réflexe premier qui nous vient, bon, Hachem, c'est quelque chose que j'ai trouvé après de nombreuses années, ramené au nom du Rabbi dans les grottes Kodesh, c'est qu'en exigeant une durée d'allumage de 50 minutes, on est quitte d'après aussi bien la Chita du Mechaber que la Chita du Rama. Comme je viens de dire, à peu près, si vous comptez que la Shkia c'est à 5 heures, 5 heures vous ajoutez 50 minutes. 5h et même 5h05, 5h10, vous ajoutez 50 minutes de brûlage d'huile, ça vous emmène à peu près à 6h, 18h. Et les Sfardim qui allument à 17h40, 17h45 doivent laisser la bougie allumée une demi-heure plus tard. Donc en mettant 50 minutes, j'ai fait une fois le calcul exact, et j'ai constaté qu'en mettant 50 minutes d'huile, eh bien, on arrive à laisser brûler l'huile une demi-heure après la nuit. Ce qui fait qu'on est quitte d'après toutes les chitotes. On a mis des bougies qui ont duré une demi-heure après l'allumage du minag ashkenaz et une demi-heure après l'allumage du minag sfarad. Voilà, c'est donc, vous retenez cette chose-là. Bon, de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous achetez les Nerlight, elles durent bien plus que ça. Mais à l'époque où on n'avait pas ces Nerlight, on était obligé de compter, etc., combien d'huile on mettait, et donc on s'arrangeait pour qu'il y ait au moins 50 minutes. Voilà, ça c'est l'explication des 50 minutes. Ça, tout ce que je viens de dire, c'est les khatrila, a priori. Maintenant, pas tout le monde est capable, pas tout le monde peut être MACPI, d'être à 5 heures à la maison, 5h15, 5h30, etc. Quand on ne peut pas
être aux heures que je viens de dire. Il faut savoir que depuis la sortie des étoiles, depuis, comme je vous dis, 17h45, 18h, etc., jusqu'à la soirée bien un peu avancée, ça reste encore un Zman Lechatchila. Bien que, la Gemara dit, Az Shetirchle, Regel Minachouch, ça c'est plus personne dans la rue. De nos jours, les postes qui me disent qu'il y a beaucoup de monde dans la rue au-delà d'une demi-heure après la nuit. Bon. Donc, si la maman, le papa, il rentre à 6h, 7h, 8h, 9h, à des moments où beaucoup de monde se trouve dans la rue, ça reste encore les khatrila. Ça reste encore une bonne heure. On tâchera, on fera le maximum pour ne pas dépasser Khatzot. Si on dépasse Khatzot, beaucoup de postes qui me disent qu'on rentre dans un problème, qu'il n'y a pratiquement personne dans les rues, donc c'est plus difficile. Malgré tout, si une personne rentre chez lui avant Khatzot, donc avant 1h, moins 5, moins 10 de la nuit, il peut allumer avec moi. Maintenant, la période entre Khatzot et puis le Halot HaShachar, ça c'est déjà, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Je vais vous résumer. Je vais écouter vos questions, parce que je vois, ça fait un petit moment que je parle. Je vais écouter vos questions. Mais dans la nuit, on va dire à 2h, 3h du matin, le Magen Avraham dit qu'il ne pourra faire la bracha que s'il réveille sa famille. Bon. D'autres poskim, le Cheven Moshe et d'autres, ils disent que non. Alors, l'idée du Magen Avraham, c'est qu'il faut un perso ministre, il faut au moins que, comme il n'y a personne dans la rue, au moins il faut faire du perso, la publicité au moins pour sa famille. Bon. D'autres disent que oui, mais il peut faire au moins la publicité pour lui. Si c'est un célibataire qui allume à la maison, bah, il doit faire le pire ça pour lui, donc il pourrait faire la bracha. Bon. Chacun demandera à son rav comment c'est le minag. En ce qui me concerne, moi, je suis moré, je dis qu'une personne qui rentrerait à 3h du matin, s'il peut réveiller sa famille, tant mieux, mais si ça lui est impossible de réveiller sa famille, ou au moins une des personnes de sa famille, ben, il allume quand même avec bracha. Quand même, il allume avec bracha. Ça, c'est donc la nuit. Maintenant, avant, le cas que j'ai cité tout à l'heure, à savoir après la shkia. La shkia, c'est à peu près 16h, 16h10. C'est le cas que je vous ai dit, une personne qui va quitter New York et il va prendre l'avion, mais il sait qu'il est encore dans sa chambre d'hôtel ou dans la chambre louée un petit quart d'heure, une demi-heure après le Plag HaMincha. Dans ce cas-là, à partir du Plag HaMincha, bien que, encore une fois, il y a beaucoup de discussions dans les postes, mais à partir du Plag, en cas de Shakad Achad Gadol, s'il n'y a pas le choix, si personne va prendre un avion, on sait très bien qu'il y a des cas exceptionnels. Dans les années que j'enseignais à la yeshiva, je sais que les garçons allaient à Miftaïm. Je fais Miftaïm pratiquement toute la nuit, etc. Ben, ils attendaient le Plag. Au Plag, ils allumaient. Et puis, ils partaient avec les tanks, avec les camions. Ils faisaient Miftaïm, ils allumaient juste au Plag. On peut aussi allumer au Plag. S'il n'y a pas les choix que j'ai exposés tout à l'heure. Voilà, donc vous avez vraiment le panorama de toutes les possibilités. Ou au Plag à 17, ou à la Shkia à 17h, ou à Tzetek Kohavim à 17h45. Après, ça reste les Khatrila jusqu'à Khatzot. Après Khatzot, c'est problématique. Il vaut mieux réveiller sa famille. Et s'il n'y a pas le choix, on peut quand même allumer avec bracha. Alors je précise, détail que je n'ai pas dit, si on allume vraiment à la fin de la nuit, il faut allumer comme une demi-heure avant le Halot HaShachar. Il faut que la durée, ce soit une durée d'une demi-heure pendant la tranche de temps du riouf, de l'obligation. Donc, si le Hamoud HaShachar, c'est à 7h du matin, il faut allumer à 6h30. Mais allumer à 6h45, non, on va rester un quart d'heure seulement allumé dans la période permise. Donc, faites attention, c'est une demi-heure avant l'heure butoir, si je peux dire. Allumer le jour, je vous dis, ça n'a aucune valeur halachique. C'est très beau, c'est d'avoir des bougies à la maison, mais ça n'a aucune valeur halachique si on allume le jour. On allume à la choule, comme ça, pour se rappeler qu'on est à Hanouka, mais ça n'a pas de valeur halachique. Nul n'est acquitté ni quitte avec l'allumage le jour. Voilà. Un petit détail, j'ai parlé de la shkia à 17h. Sachez qu'il y a un bureau halakha, il rapporte un concept de shkia shnia, ce qui voudrait dire à peu près à 17h15. Allumer à 17h15, c'est aussi très très bien. Un petit quart d'heure après, 10 minutes, un quart d'heure après
la shkia après le coucher du soleil. Voilà, donc je vous ai fait un tableau qui, où et quand. Voilà, ça c'est donc un espèce de résumé succinct, rapide, des halachot de Hanouka. Je vais écouter vos questions et puis on va rentrer dans des cas pointus. Une personne qui est invitée ailleurs, chez des amis, où est-ce qu'elle allume, ça va la deuxième partie de l'exposé. J'écoute vos questions. Bonsoir Rav, je suis Mansouri. Je voulais savoir si on va dans un restaurant dont le propriétaire reste donc très très tard le soir, il arrivera chez lui très tard. Est-ce qu'on peut lui demander d'allumer, enfin, et surtout, est-ce qu'on peut allumer avec lui dans son restaurant? Vous parlez pour lui, pas pour vous. Pour lui. Non, pour lui. Pour lui. Écoutez, ce restaurateur, c'est des cas assez fréquents. On a des cas par chez nous, c'est un traiteur. Il a beaucoup de mariages à Hanouka, donc il n'est pas chez lui pendant des heures d'allumage. Écoutez, dans ce cas-là, vous direz à ce monsieur de s'acquitter par son épouse, s'il est marié, bien sûr. Hein. S'il n'est pas marié, c'est votre. Donc, il demandera à sa femme d'amener la meilleure heure. Hein, vous dites, si elle sera, donc c'est à 17h45. S'il est à Ashkenaz, c'est à 17h, 17h15. Et il peut être quitte par l'allumage de son épouse. Maintenant, dans son restaurant, dans la mesure où il y a beaucoup de monde en général, pour beaucoup de poskim, un endroit public comme ça est assimilé à la choule. Or, il y a une autre takana, à part la takana d'allumer chez soi, il y a la takana au Bet HaKnesset. La takana dans un endroit où on fait donc un pirso minissa avec bracha, dans un endroit public, mais duquel on n'est pas quitte. C'est ce qu'on fait dans les grands allumages publics, etc. Donc, vous pouvez dire à ce restaurateur qu'effectivement, il peut allumer dans son restaurant, il peut mettre un brachot, mais en fait, véritablement, il sera quitte de son allumage par celui de ses enfants ou de sa femme à la maison. Mais il peut allumer dans le restaurant, Michoum, d'après le din de Bet HaKnesset. Donc, il aura le bénéfice d'entendre la bracha, de voir une Hanouki allumée. Il va gagner quelque chose. Mais il est acquitté par l'allumage de chez lui, par sa femme. D'accord. Voilà. De même, lorsqu'on est dans un mariage où il y a des gens dont on est sûr qu'ils ne vont pas allumer chez eux, est-ce qu'on peut leur faire allumer dans le mariage? Non, alors c'est la même chose. Non, je vais vous dire, vous pouvez les faire allumer, mais ça sera l'allumage public, mais il faut bien avoir dans la tête qu'ils ne sont pas quittes. Oui, d'accord. Ouais, donc il faut leur dire, il faut leur donner des bougies, vous leur demander de rallumer chez eux. Ok, merci. Je vous en prie. Pas de questions, allez-y. Pas de questions? Allez-y, n'hésitez pas. Hanouka, ça avait beaucoup. Du coup, dans le cas du restaurateur, s'il n'est pas marié, il rallumera chez lui pour lui, quoi. Même s'il rentre à 3h du matin. Voilà, alors ça, c'est j'en ai parlé tout à l'heure. Oui, un restaurateur qui a un restaurant cachère, c'est évident qu'il va allumer. Un restaurant cachère. Il faut qu'il allume. Donc, non, mais il allume et il rallume chez lui. Oui, imaginez qu'il rentre chez lui, il allume, c'est tout. D'accord. Alors, il y a le Inyan de réveiller sa famille, mais s'il n'a pas de famille, donc il va se réveiller lui-même et il allumera chez lui, et il s'acquittera chez lui, sachant que dès qu'il y aura 10 personnes dans son restaurant, il fera allumer une des personnes où il allumera lui-même, mais ça sera ce dont je parle, ça sera l'allumage public, ça sera l'allumage du Bet HaKnesset. C'est une très bonne chose, hein, c'est un perso, mais duquel on n'est pas quitte. Excusez-moi, Rav, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi on a le droit de faire la bracha sur un allumage public? C'est très simple, madame. La takana de Hanouka, c'est une mitzvah qui incombe à chacun d'entre nous. Chacun doit allumer. Bon, il y a des minagim, certains c'est le papa qui allume pour tout le monde, certains de minagim c'est que chaque garçon allume. Bon. À part cette obligation, comme pour les femmes ou les hommes qui doivent allumer les bougies de Shabbat, comme les autres mitzvot des Rabbanan,
comme faire un Hérouv Tafilin, Hérouv Khatzerot, Mitzvah des Rabbanan. Si on a l'occasion de faire un Hérouv Khatzerot, on peut porter dans l'immeuble. Bon. Donc, à part cette takana, à part ce décret de nos Chachamim, une des 7 mitzvot, pas 36 à 7 mitzvot des Rabbanan, que chaque juif allume ou s'acquitte par celui du Balabaït, Chachamim ont ajouté quelque chose à une époque ultérieure, pas à l'époque de l'Agmar, à l'époque de la takana première. Ils ont ajouté un allumage à la choule. Beaucoup de raisons ont été dites pour cet allumage à la choule. Ça exigerait, madame, tout un shiur complet pour avoir toutes les raisons pour lesquelles Chachamim ont institué ça. Une des raisons, c'est parce qu'à la choule, à l'époque, il y avait des gens qui mangeaient à la choule, qui n'avaient pas où dormir. C'est des étrangers, donc on leur faisait un allumage. Certains disent que dans la mesure où on est un petit bourg, il faut faire un peu plus de publicité. Quoi qu'il en soit, il y a une takana. Takana qui dit qu'à la choule, on allume. Ce qui est intéressant, c'est une takana où personne n'est censé être acquitté de nos jours. On ne parle pas de personnes qui dorment à la choule, pas. Quel que soit le nombre de personnes qui vont à la choule, même si tous les gens de la Keïla rentrent chez eux le soir pour allumer, on allume à la choule. Donc, le concept d'allumer quand il y a un groupe, il existe à partir de cette takana qui est marquée dans Shulchan Aruch. Maintenant, la question qui se pose, et c'est pour ça que vous me posez la question, parce que vous avez entendu qu'il y avait beaucoup de mitagdim, de gens qui sont contre, qui disent non, on n'allume pas avec bracha d'espérer, etc. On peut comprendre, qu'on réduit cette takana rien qu'à la choule et pas plus que ça. Mais il y a d'autres poskim, de très très grands poskim, c'est très bons allumages, on a vu Mordechai Eliyahu, des grands chachamim qui disent que non, on n'est pas restreint à cette takana de la choule, que tout endroit où il y a, bien sûr, enfin, Tzibour, il faut au moins 10 juifs, eh bien, chachamim ont institué une bracha, les chachamim ont cette force d'instituer une bracha pour faire plus de pirsoum. On voit à quel point c'est vrai, dans un restaurant où il y a 50 personnes en allume, même que personne ne quitte, mais ça fait un pirsoum. Et ça pousse les gens à s'inquiéter. D'ailleurs, on dit bien aux gens, vous n'êtes pas acquittés par cet allumage, vous faites chez vous. Voilà, en 2 mots, donc, la réponse la plus simple, c'est dire c'est un élargissement, une narchava de la takana, de l'allumage à la choule, qui n'acquitte personne, mais qui amène quand même une bracha. Merci. Voilà. Autre question, allez-y. Rav, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste me clarifier pour moi. On dirait que une personne donc est obligée d'allumer dans sa maison, parce que si elle est ailleurs et qu'elle n'est pas quitte, donc c'est pas le fait d'avoir fait l'action, il faut que ce soit absolument dans sa maison. C'est là que ça la rend quitte. Je voudrais clarifier ça parce que je comprends pas trop. Bon, j'entends. Bon. Quand les Chachamim décrètent une mitzvah, il les décrète avec certains gdarim, avec certaines. Même dans la Torah. Oui, il y a des conditions. Oui. Vous mettez une mitzvah chez vous, vous la mettez au début du tiers supérieur. On ne met pas où on veut, on ne met pas au-dessus. Je veux dire, on ne se promène pas dans la rue avec un bâton, avec une mitzvah dessus. La mitzvah, il a des critères bien précis. Eh bien, les Chachamim, quand ils ont instauré cette mitzvah de Hanouka, ils l'ont instauré en la liant à l'habitation dans laquelle on vit. Merci, d'accord. Donc, ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la théorie pure, si ce n'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans la théorie pure, un SDF qui n'aura pas de maison, il serait exempté de la mitzvah. La mitzvah, elle a certaines conditions, vous voyez. Et dans toutes les mitzvot, tu as des conditions. C'est ce qu'on appelle un chiyuv bayit. Il y a d'autres mitzvot comme ça. Est-ce que c'est un chiyuv, ce qu'on appelle dans les termes des poskim, est-ce qu'un chiyuv gavra? Est-ce que c'est une obligation sur chaque personne, sur chaque corps, ou c'est une obligation qui est attachée à la maison? Et vous sentez bien que c'est quand même quelque chose qui est attaché à la maison. La preuve, vous prenez le minag des Sfaradim, le papa il allume, et tous les enfants sont quittes. Donc vous sentez que ce n'est pas quelque chose d'individuel. C'est parce que la maison, alors maintenant si vous rentrez dans la spiritualité de la chose, c'est parce que les Chachamim ont instauré que de ma maison doit jaillir une lumière
de même que du chandelier de Betamidash, eh bien, jaillissait une lumière pour le monde entier, eh bien, le pire souvenir, ça, c'est que de ma maison propre, jaillisse une lumière. Donc, c'est une lumière qui va venir de mon intérieur, vous voyez, de mon intériorité. C'est beau, c'est Ça, magnifique. Voilà, c'est ça l'idée, donc c'est lié à la maison. D'accord. Et Rav, alors quelqu'un qui est en voyage, il n'est pas chez lui, alors comment ça Alors, se voilà. passe? Voilà, alors, quelqu'un qui n'est pas chez lui, donc de nombreux cas, il y a des solutions. Quelqu'un qui n'est pas chez lui peut s'acquitter par un chaliard qui est à la maison. Un Oui. homme qui n'est Oui. pas chez lui, il demande tout simplement à son épouse d'allumer à la bonne heure. Et là, comme l'obligation dont j'ai parlé, c'est une obligation qu'il y a à la maison, la maman, l'épouse, elle allume à la maison et le mari les quitte. D'accord. Un peu comme si il faut mettre la mezouza. Si la femme elle met la mezouza, je suis quitte. C'est quand Oui. je vais rentrer à la maison, je ne vais pas enlever la mezouza pour la remettre moi-même. Vous voyez que c'est quelque chose qui est lié à la maison. Ma maison est claire, de toute la lumière de Hanouka est dans ma maison, elle irradie à l'extérieur, je suis quitte, même que je n'ai pas participé à l'acte. Vous voyez? D'accord. D'accord. Je vais quand même ajouter quelque chose. C'est que d'après certains décisionnaires, si je m'acquitte par l'allumage de mon épouse, mais que moi-même je n'ai pas allumé, il manque un petit quelque chose. Oui. Il manque quelque part que dans l'accomplissement de la mitzvah, il y a d'abord l'acte physique d'allumer, et il y a, ça c'est le corps, maasé. Il y a le dibour. Le dibour, c'est la bracha, et c'est une merveilleuse, la bracha de l'Eadlik, d'allumer, et puis la bracha, qui est un shevar, qui est une louange pour Dieu. Shas Nissim, la votenu, Ma'ami Ma'em, Bismanazé, qui a fait des Nissim. En ce temps-là, Ma'im Bismanazé, à nos aïeux, et donc, grâce à eux, nous sommes là. Donc, il y a ce qu'on appelle un remerciement. Et si le peuple juif, c'est le peuple du miracle, je lisais récemment un livre écrit par un chrétien très intéressant, qui disait la chose suivante, il dit la plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est que le peuple juif soit encore vivant. Extraordinaire comme raisonnement. Il est impossible qu'un petit peuple comme ça, avec les massacres desquels ils ont été victimes, puisse être encore vivant et sur sa terre, avec sa langue et tout. Ce que je veux dire, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Il n'y a aucun autre peuple comme ça. Aller chercher les Sumériens, les Grecs, les Romains, chercher partout, il n'y en a pas. Il n'y a que le cas d'Israël, battu, écrasé. Je ne parle pas maintenant avec Israël et les génies qui sont de là-bas, les startups et les Einstein, je ne parle pas de ça. Je parle à l'époque, au Moyen-Âge et tout, il n'y avait rien. J'étais dans le ghetto, il était confiné, il n'y avait rien. Et il a tenu bon. C'est qu'il y a Dieu dans ce monde, c'est tout. Un goy qui dit ça. Impossible. Impossible qu'il n'y ait pas Dieu dans ce monde pour qu'un petit peuple comme ça puisse se la tenir. Donc, qu'est-ce que l'on doit faire? C'est au moins dire à Hachem, merci. J'ai un saint ici, là, on dit merci à Hachem. Être conscient que Hachem donne la vie, donne la tzipra, il donne tout. Des épreuves, ok, il y a des épreuves. On a tout le monde a des épreuves. Hein. C'est comme ça, mais l'épreuve fait partie de la vie du juif. Il y a ce qu'on appelle abodat additionnelle. Il y a une abodat, comment aborder une épreuve. Pour ça, il faut avoir des amis, il faut avoir un rail, il faut avoir des mashpim. Et avec l'aide de Dieu, bah, Hachem, pense bien, ça sera bien. Quand on pense bien, c'est bien. C'est toujours ce que l'on constate. Voilà. Donc Bepoel, il n'a pas fait l'action, il lui manque l'action à l'orage. Ah oui, il manque surtout la bracha. Ah oui, vous me faites bien de rappeler. Donc, cette personne qui n'allume pas, il est bon si c'est possible. Il est bon qu'il assiste à un allumage quelconque et il entende cette bracha. Il entend cette bracha. Ça, c'est. Il peut être chez un ami, il peut être dans. Même certains disent dans un endroit public où on allume. S'il entend la bracha Shachinissim, au moins il aura la mitzvah Beshlemut. L'acte est quitte par un shliach qui est son épouse en général, et la bracha, le dibour, chez Hassan Nissim, il est quitte en entendant une personne qui le fait. D'ailleurs, je vais rebondir sur une halakha très simple. Imaginez que vous ayez une fille, madame, qui est invitée quand t'arrives, on voit que ça carre. Je suis invité chez ma copine, je dors chez ma copine. Alors, ce que je dis en général, ou un garçon, même les garçons c'est un peu différent parce que les garçons ont l'habitude d'allumer. Une fille n'allume pas. Elle dit à son père, mais papa, je ne peux pas assister à ton allumage, qu'est-ce que je fais? Alors je dis à ma fille, ne t'inquiète pas, j'allume à la maison et mon allumage t'acquitte. Tu habites toujours à la maison, tu es une bad baït,
On va dire maison, mon allumage t'acquitte. Maintenant, il te manque quoi? Il te manque cette bracha, au moins assister à un allumage et entendre la bracha chez Saint-Nissim. Mais ce n'est pas compliqué. La maison où tu dors, c'est la copine qui t'a invité, eh bien, elle-même, elle va allumer, ou elle-même, ou bien son papa, eh bien, tu achèteras l'allumage là-bas. Donc, l'acte, tu es quitte par celui de ton papa, shlichut. Oui. Oui. Comme une personne à qui je demande de m'allumer les bougies de Shabbat. Je ne peux pas être chez moi à ce moment-là, je suis à la chose, quelqu'un allume à la maison, pourquoi pas. Ça, c'est une chose. Et pour le dibour, pour la bracha elle-même, ben, il suffit que j'assiste à un allumage chez la copine qui m'invite. C'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Allez-y. Pas d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je ne vais pas trop allonger parce que je ne vous cache pas qu'on m'attend pour faire une de tête qui se lève. Ce que je vous propose, Gérard me dira son avis selon les réactions donc, à midi. Si la semaine prochaine, donc, on continue sur Hanouka, moi je pense que ça serait bon. Là, j'ai vraiment donné des généralités. Donc, je voudrais rentrer dans tous les petits cas, comme le dernier qu'on vient de parler. Donc, on vient de parler une personne qui mange quelque part, qui dort ailleurs et qui est invitée, qui n'est pas invitée. Beaucoup de chélotes, une personne qui allume sans faire la bracha sur la première bougie, est-ce qu'il peut faire la bracha sur les dixièmes, sachant qu'il est quitte par l'allumage de la première. Beaucoup de petites chélotes qui se font et qu'on tâchera d'aborder la semaine prochaine. Voilà. Avec Gérard, plaisir. Avec vous êtes plaisir. nous Je vous ai bien voilà. écouté. C'est bon. Alors, vous me direz votre opinion de cette semaine, ou on continue sur Hanouka la semaine prochaine. On va rentrer un peu plus dans le You, dans les cas un peu délicats. Ou bien ben, on reprend, on était dans Borer. Non, non, je vous donne la réponse tout de suite. On continue sur Hanouka, ça sera avant Hanouka. C'est bien. Bien, c'est bien. Non, c'est déjà Hanouka. Okay. Alors, quoi tout? Aksamer, Yom Tov. Yom Tov, Yotet Kisem, allez au Famayan, Gérard, restez pas chez vous. Bezrat Hashem. On n'a pas un Latania? Demande lui. Ouais. C'est pas Nathalie, c'est la bonne.